Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, quelques résultats d'entreprises qui animent aujourd'hui le marché européen et le marché parisien, notamment avec un grand écart en termes de réaction de marché après les publications trimestrielles de Crédit Agricole d'un côté et d'Alstom de l'autre, dans deux secteurs complètement différents. Crédit Agricole qui surprend très agréablement le marché et les analystes, avec notamment un trimestre record en termes d'activité de marché pour Crédit Agricole, qui a profité de la volatilité sur les marchés obligataires, les marchés de change également. Et le titre Crédit Agricole signe la plus forte hausse du CAC 40 à mi-séance, avec un bond de plus de 5%. Et à l'inverse, la déception du jour, Alstom qui a publié des résultats en ligne sur son premier trimestre écoulé et qui reporte d'1 an ses objectifs financiers. La nouvelle est évidemment mal accueillie par les investisseurs et Alstom signe la plus forte baisse du CAC, avec là aussi un repli supérieur à 5%. Voilà pour les publications du jour, dans une ambiance de marché qui reste celle d'une consolidation. Le CAC 40 teste des niveaux techniques importants sous les 7400 points au moment où on se parle, avec une petite baisse de 0,2%, alors que les investisseurs attendent la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril. Ce sera le premier vrai test, dirons-nous, de la pause signalée par la Réserve fédérale américaine. Le CPI est attendu à peu près inchangé par rapport au rapport précédent. La publication aura lieu tout à l'heure à 14h30, heure française. Et dans ce contexte, nous parlerons stratégie d'investissement, ce thème de la pause de la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que cela implique comme réflexion et comme changement peut-être en matière d'investissement? Nous en discuterons avec nos invités en plateau pendant cette demi-heure. Et commençons cette édition avec Juliette Declercq, qui est avec nous en plateau, fondatrice de JDI Research. Bonjour et bienvenue Juliette. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour un état des lieux de la situation globale macro et ce que vous inspire ce thème de la pause signalée quasi explicitement par Jérôme Powell et la Réserve fédérale américaine. Derrière ce thème de la pause, il y a bien sûr l'idée d'un soulagement. On met fin à une série de 500 points de base de hausse de taux en à peine 14 mois aux États-Unis, ce qui restera un cycle pour les livres d'histoire. Et dans le même temps, on comprend bien que cette pause intervient à un moment où la situation macroéconomique aux États-Unis se dégrade plus ou moins rapidement, à discuter, avec une série de craquements financiers qui est loin d'être interrompue pour l'instant. Que vous inspire ce thème de la pause sur le plan de l'analyse globale macro et de l'investissement, Juliette? Alors, a priori, la pause pour moi, elle est peut-être un peu tardive. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les banques centrales, généralement, ont un gros questionnement sur le décalage entre la politique monétaire d'un côté et l'effet sur l'économie. Et même l'effet sur l'économie, c'est-à-dire qu'on a vraiment les soft data, donc c'est-à-dire sondages, etc., qui sont vraiment en gros décalage avec les hard data. Un décalage qui est beaucoup plus incertain que ce qu'on a vu dans les 20 dernières années, dû notamment à un environnement macro post-Covid qui est extrêmement incertain. Donc je pense qu'on a vraiment essayé d'aller à fond contre l'inflation, donc 500 points de base, qui ne sont pas encore répercutés chez les banques. Donc, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a toujours 15 trillions de déposits qui sont rémunérés entre 0 et 50 points de base. Je regardais hier Chase, je crois, la rémunération, c'est 0,1. Ouais. Donc pour moi c'est vraiment la problématique, c'est que la capacité des banques de continuer à prêter quand leur financement, leur coût de financement va progressivement converger de 0 à 4. Et pour moi c'est vraiment le sujet intéressant. Parce que avec le développement des banques en ligne, etc., ou même pour moi l'annonce peut-être principale, c'était vraiment Apple qui se met avec Goldman Sachs pour commencer à offrir des déposits rémunérés à 4,15 où en gros vous pouvez ouvrir votre compte à peu près en 5 minutes.
5 minutes top chrono. Enfin, je l'ai fait, c'est assez facile. Je pense que ça va arriver aussi en Europe. Et pour moi, c'est vraiment là où ça va commencer à coincer. Là où la politique monétaire va commencer à se répercuter, notamment sur le crédit, qui est en train de se casser la gueule très sérieusement, et à un point où les banques centrales devraient déjà être en train de couper. Si vous regardez les graphes que je vous ai envoyés. Oui, on va regarder effectivement, parce que alors, c'est le moment de gloire d'une enquête qui est réalisée auprès des Senior Loans Officers aux États-Unis. L'enquête a été publiée en début de semaine. La Fed l'avait entre les mains lors de sa prise de décision la semaine dernière. Enquête qui montre alors plusieurs choses, mais notamment un affaiblissement prononcé de la demande de crédit de la part des ménages, mais aussi des entreprises, de la part de la demande de crédit bancaire, de la part de ces entreprises et de ces ménages. Quand on regarde le graphique, effectivement, la baisse, la pression est assez vertigineuse. Juliette, comment ça se traduit effectivement pour vous ce graphique ? Qu'est-ce que ça implique devant nous ? C'est-à-dire qu'on n'a pas, on a d'un côté l'offre de crédit qui se contracte naturellement parce que les banques ont une pression sur les coûts de financement, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est évidemment la demande de crédit, où on arrive à des niveaux de Global Financial Crisis ou même du milieu des années 70 au niveau demande de crédit. Et ce qui est intéressant sur le graphe, c'est que vous voyez que en fait, à ce stade de collapse du crédit, la Fed était déjà en train de couper pour les deux dernières récessions. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce n'est pas le crédit qui drive la croissance, et ce n'est pas non plus la croissance du crédit qui nourrit la croissance, c'est vraiment l'accélération du crédit. Et en fait, aux États-Unis, en décembre, on était à 12% de croissance de crédit. Donc, c'est-à-dire que même si le crédit juste s'arrête ou continue à monter un tout petit peu, on va arriver facilement à une décélération du crédit qui va arriver vers les moins 10. C'est l'impulsion de crédit qui compte. Voilà, c'est vraiment l'impulsion, accélération, décélération. La dernière fois qu'on a eu une décélération en double chiffre, à plus de 10%, c'était en 2009 et dans le milieu des années 70. C'est un peu l'histoire de la bicyclette, quoi. C'est-à-dire quand on arrête d'accélérer, à un moment, on ralentit tellement qu'on s'arrête, voire on tombe, quoi. Donc il faut vraiment voir ce qui s'est passé l'année dernière pour comprendre ce qui va se passer cette année. À quelle vitesse ça peut se développer dans l'économie réelle, selon vous, et quel niveau de pression ça peut mettre sur la réserve fédérale américaine ? À quel horizon de temps, Juliette ? Parce que la période est un peu particulière. C'est-à-dire, avant cette contraction du crédit ou ce retournement du credit impulse, la baisse de la demande de crédit, il y a eu quand même un boom de crédit qui a duré pendant un certain nombre d'années et qui a été peut-être magnifié encore pendant la période Covid. Est-ce que les entreprises sont déjà aujourd'hui face à des murs de refinancement, des murs de dette qui les mettraient en péril de manière immédiate ? Alors pour les banques, je pense que le péril, c'est d'avoir acheté en gros n'importe quoi depuis les 10 dernières années avec du financement à zéro ou quelquefois même négatif. Donc je pense que sur les balance sheets, c'est pas propre, clairement. Je pense que ça va être une des conditions pour que les banques recommencent à prêter, c'est vraiment de repricer ce risque, que ce soit du risque sur le CMBS, donc commercial loan, ou en France, les fonds immobiliers, qui ne sont pas du tout repricés non plus. Les valeurs d'actifs de ces produits-là ne sont pas au bon prix aujourd'hui. Tout ce qui est tout ce qui est facile à cacher, c'est toujours caché. Et donc, pas repricé sur les balance sheets. Donc, quand on parle, par exemple, de JP Morgan, peut-être dans 2-3 mois, JP Morgan et Bank of America auront peut-être 50% des déposits aux États-Unis. Mais ça ne change pas le fait que leurs coûts de financement vont aussi augmenter. Et la question qui se pose, c'est qui va continuer de refinancer ces crédits qui sont mal pricés. Et ce n'est pas JP Morgan ou Bank of America. Ils ne prendront pas ce risque-là. Non. Et d'autant plus que 80% du financement des compagnies aux États-Unis, des petites compagnies aux États-Unis, c'est les small banks qui peu à peu vont disparaître dans la continuation les grosses banques qui vont continuer de digérer
ces petites banques qui sont plus vulnérables aujourd'hui. C'est un processus inévitable, hein, cette restructuration un peu à marche forcée du segment des banques régionales aux États-Unis. Il y en a peut-être 4500, 5000 aujourd'hui. On verra combien il en reste dans 6, 9, 12 mois. Juliette, c'est un processus inévitable ou est-ce qu'à un moment... il y aura une demande pour un coup-de-circuit un peu global, un peu systémique, pour arrêter cette pression sur les deposit outflows, pour stopper ces effets de réaction en chaîne. On voit bien qu'on est dans une série de défaillances qui ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Je pense que ça va avoir du mal à s'arrêter, mais quelque part, c'est plus un symptôme du problème que le problème en lui-même. Le problème en lui-même, c'est la politique monétaire qui est trop tight. Et donc, les taux à 5% ne sont pas soutenables pour les petites banques, et c'est les premières qui vont continuer à partir. Mais ce n'est pas soutenable non plus pour les grosses banques. Voilà, Chase qui continue de rémunérer les dépôts à 0,1, ce n'est pas tenable. Donc, en termes de quand va-t-on commencer à voir l'effet sur l'économie réelle, moi, je pense que ça peut commencer ce trimestre-là, au moins aux États-Unis. Je pense qu'en Europe, ça peut durer un peu plus longtemps parce qu'il y a plus d'inflation. Le problème, c'est qu'au niveau macroéconomique, on a vraiment des courants contraires assez importants. Donc, d'un côté, on a la chute du crédit, de l'offre de crédit et de demande de crédit. De l'autre côté, on a eu un choc réel, un choc positif réel sur le revenu qui était aux États-Unis et aussi en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu un gros choc d'inflation en 2022 avec les salaires qui ont tendance à être en retard par rapport à l'inflation. Donc, on a vraiment eu un catch-up cette année en janvier, ce qui est une chose assez normale. En janvier, voilà, les salaires sont revalorisés. L'inflation a aussi un peu baissé, surtout sur les matières premières, par exemple le pétrole qui est... Donc, on resolvabilise un peu de demande, là, d'une certaine manière. Donc, on a vraiment eu un choc de demande positif au début de l'année, qui commence à se dissiper. Après, je pense que ça, c'est ce qu'on va voir vraiment ce mois-ci, le mois prochain, c'est-à-dire que les salaires ne vont pas continuer à s'envoler. Et de l'autre côté, le crédit, on va avoir l'effet négatif crédit énorme qui va commencer vraiment à avoir de l'effet d'abord sur les compagnies et ensuite, bien sûr, sur les particuliers aussi. Quelle est la différence entre les États-Unis et l'Europe du point de vue justement des conditions de crédit, de la distribution de crédit, de la demande de crédit? Vous avez là aussi un graphique qui montre un affaiblissement de la demande de crédit des entreprises en Europe auprès de l'industrie bancaire. Vous dites on est encore un peu en décalage peut-être par rapport à la situation européenne. Voilà, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de problème de... Quelle banque est plus solvable? C'est pas un problème de solvabilité, vraiment, c'est toujours un problème de rentabilité. Et donc, on a le même problème aux États-Unis et en Europe, ce que vous voyez sur le graphe que j'ai mis aussi. En Europe, la demande et l'offre de crédit s'écroulent. Et pour moi, c'est vraiment un problème de coût de financement, pas un problème de solvabilité ou de santé des banques. C'est un process naturel et voulu par les banques centrales. En fait, les banques centrales, leur boulot, en gros, c'est de contraindre le crédit, contraindre la consommation. C'est pas un bug, ça fait partie du plan. Exactement. Ouais. Donc la seule question, c'est de savoir vraiment quand on va commencer à vraiment avoir l'effet réel. Et ça, je pense que c'est vraiment les courants contraires dont je viens de vous parler. Et on va voir la transition, je pense, ce trimestre. D'un point de vue tactique, pour les marchés, pour l'investissement, ce serait favorable de voir cet effet dans l'économie réelle le plus vite possible. Ouais. Je pense que... non, ce serait favorable pour nous parce que non, mais c'est différent. Parce que ça fait 1 an qu'on reporte la récession aux États-Unis. Est-ce qu'on peut la reporter encore longtemps? Est-ce que le marché apprécierait l'idée qu'on reporte encore d'un trimestre ou deux la récession aux États-Unis? Ou est-ce que le marché veut la voir maintenant? Je pense que tactiquement, ce serait très important que la récession soit arrive plutôt en 2024. La raison, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, si on a une récession, disons, Q3, ce qui
me semble assez probable aujourd'hui. On a toujours de l'inflation à 5%, D'accord. qui se stabilise à 5% aux États-Unis, ce qui n'est pas ce que j'attendais l'année dernière. J'attendais qu'on commence. Rebaisse. Après, on va avoir le chiffre d'aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'avec une inflation à 5%, la Fed se retrouve avec deux mandats. D'un côté, l'emploi, de l'autre côté, l'inflation et l'incapacité de faire repartir la croissance. Donc, si la récession arrive en 2024, on aura moins d'inflation et naturellement, la récession sera plus soft. Et si elle arrive maintenant, ce sera plus hard. Comment vous préparez vos clients à ce scénario? Qu'est-ce que vous leur recommandez aujourd'hui, Juliette? Alors moi, je suis toujours plutôt contre le risque. Donc j'ai un short equity sur les US. Qui sont de loin l'asset le moins bien pricé. Je pense qu'on peut avoir 10-15% de retraite là-dessus. Et toujours, j'aime le yen, l'or, et les treasuries aussi, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Pour moi, je pense que 5%, il faut le locker, quoi. Oui, sur du court. Ou 4% sur le plus long, il faut le locker aussi, quoi. Merci beaucoup, Juliette. Merci pour cet éclairage global macro. Juliette Declercq, fondatrice de JDI Research, qui était avec nous en plateau pour cette émission de la mi-journée de Smart Bourse. Nous poursuivons la discussion sur le terrain des marchés, toujours avec Delphine Arnaud, qui est avec nous également en plateau, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue, Delphine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, dans le sillage de la discussion qu'on avait avec Juliette, c'est vrai qu'on a l'impression que les investisseurs sont un peu entre deux eaux. Il y a ces inquiétudes, cette pause de la Fed qui reflète effectivement une situation sans doute dégradée ou en voie de dégradation devant nous. Il y a cette partie-là. Et puis, il y a aussi le reste. Et j'aimerais bien qu'on se focalise un peu sur ce que nous disent les entreprises, les résultats d'entreprises, notamment au terme ou quasi-terme de la saison de publication des résultats du premier trimestre. C'est un acquis, ça n'est pas prédictif bien sûr, mais c'est un acquis important. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, Delphine? Quels ont été les messages importants envoyés par les entreprises? Effectivement, au niveau macroéconomique, on était très pessimiste. On l'était aussi au niveau microéconomique. Les analystes avaient fortement révisé à la baisse leurs prévisions de résultats en amont de cette saison de publication, qui n'a pas été si mauvaise que ça, même plutôt bonne. Ce qui ressort, c'est que donc, aux États-Unis, on a passé le pic des marges, et donc c'était très attendu, et c'était un gros point de pessimisme, le pic des marges à peu près l'an dernier à l'automne, et on devrait le passer également en début d'année en Europe. Ce à cause d'un ralentissement des volumes. Donc on voit que 2023, après 2022, une année extrêmement forte en termes de volume et de chiffre d'affaires, 2023, alors même que l'inflation est toujours très élevée, on devrait avoir des chiffres d'affaires en baisse en Europe. C'est ce qui est attendu pour 2023. Donc une année pour rien en chiffre d'affaires. Aux États-Unis, on attendait des chiffres d'affaires autour de 0. Et puis finalement, ce serait peut-être un peu mieux, donc surprise un peu plus positive. Et pour ce qui est des EPS, là encore une année pour rien, même si on révise à la hausse. Ah oui, c'est ça. Oui, les publications ont été plutôt bonnes, elles ont surpris positivement. Le message, les guidance ont été plutôt bonnes, et notamment en Europe où ça permet de reprendre les révisions à la hausse pour les trimestres suivants, légèrement, on parle de moins de 1%. Pour autant, sur les EPS, ça va être une année 2023 sans croissance d'EPS de part et d'autre de l'Atlantique. Ouais, je comprends, effectivement, même si on pouvait s'attendre à pire. Effectivement. Oui, alors on s'attendait à bien pire, et pour autant... Il y a eu le choc de revenus. Oui, la demande, oui, bien sûr. C'est un point fondamental. Moi, ce qui me fascine, c'est la dispersion de la demande finale. C'est-à-dire qu'on a des segments où, effectivement, on voit des volumes en très nette baisse, des entreprises, des compagnies qui alertent sur des comportements d'achat qui sont en train de changer. Et puis, dans un grand nombre d'industries,
le voyage, le tourisme, l'hôtellerie, même l'immobilier de luxe, je peux citer l'automobile aussi. On voit une demande finale pour des produits de plus en plus haut de gamme qui ne cesse de grandir d'une certaine manière, Delphine. Oui, alors sur les derniers trimestres, effectivement, comme l'a dit Juliette, on a eu un rattrapage des salaires qui ont été révisés à la hausse, mais avec un certain lag, ce qui a permis de nourrir des marges importantes pour les entreprises en 2022 et qui explique une partie de la compression des marges légères. On est toujours sur des marges très confortables et très appréciées des entreprises. Donc on a ces salaires qui sont en train de faire du rattrapage et peser sur les marges. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que la demande, et notamment quand on regarde les excès d'épargne, et c'est très bien documenté aux États-Unis, c'est la Fed de San Francisco qui a sorti un papier dans ce sens. Toute l'épargne qui avait été constituée avec le Covid, avec la période des stimulus pour faire face au Covid, elle n'a toujours pas été résorbée. Donc il resterait environ 500 milliards d'épargne aux États-Unis qui sont essentiellement dans les mains des populations les plus aisées, le 4e quartile. Et si on regarde, bien sûr, cet excès d'épargne est en train d'être grignoté, utilisé à l'aune de plus d'inflation et puis de la consommation de revanche post-Covid. Vous parliez des voitures, des voyages, essentiellement par des personnes donc, les plus aisées. Et quand on prolonge les courbes, à combien vont être grignotés cet excès d'épargne, la Fed de San Francisco nous dit vraisemblablement jusqu'à la fin du 4e trimestre de cette année. Donc on en a encore sous le pied en termes d'excès d'épargne et de réservoir de demande, essentiellement pour les biens discrétionnaires de luxe. Ce qui est fascinant, c'est que dans une industrie comme l'industrie aérienne, je lisais, alors c'était rapporté dans le Financial Times ce matin, les derniers chiffres de IATA, l'association internationale du secteur, avec un certain nombre de commentaires de patrons d'entreprises aériennes, Lufthansa, Air France KLM, Delta Airlines, ils n'en croient pas leurs yeux. C'est-à-dire que là où la croissance est la plus forte, là où le trafic est revenu le plus vite sur les niveaux pré-Covid, c'est à travers les classes business, les classes first. Ils sont en train d'imaginer qu'il y a des changements profonds à l'œuvre dans leur industrie qui étaient quand même toujours plus tirés vers le low cost, et ils sont en train de s'apercevoir que non, c'est peut-être en train de tourner, et pour longtemps. C'est ça qui est incroyable, c'est que le discours de ces patrons est de dire, ce qu'on observe là, c'est peut-être une tendance qui va durer pour plusieurs années. Oui, alors pour moi... Non, mais c'est un secteur, mais je trouve que c'est tellement emblématique. Pour moi, on n'a toujours pas épongé en fait, les effets du Covid. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'à l'aune des réouvertures, et on est encore en train de réouvrir, le Japon a réouvert en avril, par exemple, à l'aune des réouvertures... L'alerte mondiale maximale a été levée ces derniers jours, juste exactement. Pour l'avoir en tête. 3 ans, ça a été très très long. Et donc, résorber les effets du Covid met énormément de temps. La tendance des managements a été de penser que cette situation qui était exceptionnelle allait se prolonger dans le futur. On voit effectivement des discours de management sur le secteur du loisir et du tourisme très optimistes. Si on regarde d'autres secteurs qui ont profité de cet effet Covid, par exemple, l'effet Covid, ça a été aussi un report vers le commerce Internet. On regarde les résultats d'Amazon. Ils ont eu des résultats exceptionnels en 2021, post-2021, post-Covid. Ça s'est complètement résorbé et ils sont revenus sur une croissance d'EPS qui est le trend. On est revenu à la normalité antérieure. On est revenu à la normalité antérieure. Donc, moi, ma vision, c'est quand même qu'il y a encore un excès d'épargne. Il va être résorbé. Il est utilisé de cette façon par certaines catégories. Je ne prolongerai pas le bien sûr. Il y a des leçons à retirer de ces boîtes qui ont déjà profité effectivement de leur moment Covid, entre guillemets. Exactement. Donc ça, c'est le premier point structurant de l'effet Covid qui est, quand on regarde toutes les courbes, c'est assez marquant. Il y a il y a un vrai pivot entre avant et après Covid. Et le deuxième point marquant qu'on n'a toujours pas résorbé post-Covid, c'est cette histoire d'inflation. Et cette histoire d'inflation, donc on a
On avait de l'inflation de l'énergie, de l'inflation des matières premières, ça c'était l'histoire de 2020, 2021, 2022. Là aujourd'hui, les résultats des entreprises énergie, matières premières, celles qui sont le plus au début de cycle de production, sont en baisse. C'était fortement attendu, donc on parle de chiffres de moins 20% sur les materials et l'énergie. Et en fait, ça a surpris négativement, c'est-à-dire que pourtant, on a tous les courbes Bloomberg avec le prix des matières premières et on peut suivre. Pourtant, ça a surpris négativement de 2 points moins bons qu'anticipés. Et au fur et à mesure, en fait, c'est cette désinflation qui a commencé avec les matières premières qui va se répercuter sur tous les segments, sur tous les secteurs et les chaînes de production. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir une normalisation de ces phénomènes de hausse de marge qu'ont pu connaître certaines entreprises. Avec un séquençage dans cette phase de normalisation. Certaines industries sont déjà normalisées, entre guillemets. D'autres sont encore en train de vivre leur boom Covid et la normalisation est encore devant elles de ce point de vue-là. En matière de positionnement, de stratégie d'investissement, notamment sur la partie action, Delphine, comment on gère cette période un peu entre deux eaux? On sait que la destination sera peut-être un peu mouvementée, mais en même temps, les résultats sont encore bons. On ne l'a pas évoqué, mais il y a quand même des rachats d'actions qui restent massifs aux États-Unis, sur un trend peut-être de 1 000 milliards de dollars pour l'année 2023. Donc il y a ces logiques fondamentales de flux également qui empêchent de sortir complètement de ce marché. Oui, les primes de risque sur les actions sont pas très élevées. Néanmoins, on sait qu'il va y avoir des acteurs qui vont sortir leur épingle du jeu, des acteurs qui, soit parce que ce sont sur des secteurs qui sont moins cycliques et donc qui ont moins besoin d'une demande dynamique, d'une croissance dynamique. Donc on va aller chercher des acteurs de qualité, des bonnes structures financières, une croissance de la demande qui dépend assez peu du cycle. Soit également, on va aller diversifier vers d'autres classes d'actifs en attendant que cette récession dont vous avez parlé se fasse et des classes d'actifs pour lesquelles on est rémunéré pour attendre. Et les classes d'actifs sur lesquelles on est rémunéré, donc il y a les actions de qualité pour lesquelles on ne pense pas qu'il va y avoir de risque de défaut. En Europe, les actions de qualité tournées vers l'international avec une bonne diversification géographique. On a la même chose aux États-Unis. On sait qu'on va être payé avec du dividende. Et puis, forcément, le crédit investment grade, où là, on ne pense pas qu'on va aller vers une récession dure avec une hausse de taux de défaut élevée, puisque ce que nous a enseigné en fait cet épisode SVB et consorts, c'est quand même que les banques centrales ont été promptes à réagir. Ah bah oui, une défaillance, une résolution, c'est à peu près dans la même journée aujourd'hui. Exactement, c'est allé assez vite. Et d'ailleurs, notre sentiment, c'est quand même que la Fed la Fed aurait voulu en faire plus. Ah oui. Elle va se limiter pour pas créer des désordres. Donc ça nous rend assez serein. Ça rassure. Ça rassure. et la BCE voudrait en faire plus. Elle dit qu'elle va en faire plus parce que l'inflation est encore toujours un sujet en Europe. Ce qui est bon pour les chiffres d'affaires d'entreprise, mais moins bon pour la politique monétaire en Europe. Mais elle pourrait s'arrêter s'il y avait un sujet. Donc on va chercher soit des thématiques porteuses qui s'affranchiront du cycle, soit des actifs d'attente. Merci beaucoup Delphine. Merci pour votre éclairage sur la partie actions, résultats d'entreprise et stratégie d'investissement. Delphine Arnaud, gérante multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management, qui était avec nous également au plateau pendant cette demi-heure d'émission. Voilà pour Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.